À Euh, partir du 16 novembre. 16 novembre. Ok. Et là, vous êtes tous les deux live. Enjoy. Ah, OK. So we yeah. start. Yep, the floor is yours. En français et en anglais, comme vous voulez. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais, bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes bien sur Ins and Outs. Comme je vous l'ai dit, nous continuons notre sprint avec des intervenants des écosystèmes à l'international. C'est du lourd aussi. L'objectif, c'est de partager des expériences, de ramener des gens qui peuvent nous éclairer et nous enrichir par rapport à la démarche et notre vision pour notre écosystème local tunisien. Aujourd'hui, je suis content et heureux d'interviewer donc un autre intervenant. Comme je le dis, c'est du poids lourd. Il se présente en tant qu'entrepreneur, il est investisseur, il est connector, il est fire starter, il est passionné de l'espace. Il se présente aussi en tant que fier papa et mari. Il a fondé en 2010 donc BetaI, qui est l'une des principales organisations de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Europe, et aussi co-founder et PDG de Evolve Space Solutions, qui est en Allemagne et Portugal. Notre talk sera de 35 minutes. On essayera de profiter au maximum. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir comme il se doit donc Ricardo Marveo. Salut Merci. Ricardo, Bonjour. tu vas bien? Très bien, merci. Quel temps il fait là? Tu es à Lisbonne là? Oui, il fait du soleil. C'est très bon. Pour moi, je suis en train de vivre en ce moment à Bruxelles et là, ce temps-là, avec ce temps pour venir pour Noël et tout, avec la D'accord. famille et le soleil, ça marche très bien pour moi. Très bien. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai essayé de te présenter brièvement. Cela ne résume pas ton expérience, mais notre sujet, la thématique, essentiellement, comme je te l'ai dit, il y a les intervenants qui nous suivent, c'est des intervenants de l'écosystème, des incubateurs, accélérateurs ou start-upers ou autres intervenants qui sont dans l'écosystème. Et ce qui nous intéresse, notre sujet sera autour de l'internationalisation, sortie à l'international, et ce qui nous intéresse notamment dans cette démarche que BetaI l'a fait et c'est comment c'est positionné en Europe. Donc, comme déjà présenté, vous avez plusieurs casquettes, et l'une d'elles, c'est que vous êtes cofondateur donc, et board member de BetaI. Alors, Ouais. si tu nous présentes BetaI Ok, et d'accord. la phase de lancement et les plus grandes réalisations de BetaI. Ok, donc BTI aujourd'hui, c'est une entreprise consultant de innovation collaborative entre grosses entreprises. On a plus ou moins 150 grands clients corporate dans plus ou moins 20 pays. Mais je crois que c'est important de raconter un peu l'histoire et comment on a commencé BTI. Alors, on était en 2010 et je suis sûr que beaucoup de vous vous rappelez, en 2010, on avait une crise financière gigantesque dans tout le monde. Le Portugal a fait faillite. C'était un des pays qui a fait faillite. C'était très dur pendant ces années. Et beaucoup de nous, on était ailleurs. On est revenu au Portugal et on a senti qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, on a créé une non-profit, une association non-profit qui voulait utiliser l'entrepreneuriat comme un outil pour aider les gens à penser comment sortir de la crise. Et donc, c'était si tu n'arrives pas à trouver un job, tu crées ton job. Et on a commencé par typiquement ce que ces organisations doivent commencer, c'est inspirer les gens à regarder à une autre façon de faire les choses. Et donc, on faisait des talks comme ici maintenant, mais c'était live, face-to-face, où on invitait deux personnes à raconter leurs histoires. Et on faisait ça tous les mois. Et ça a commencé à grandir. Et après un peu de temps, on faisait à Lisbonne. Et après, on a augmenté. Et tout d'un coup, en 6 mois, on était dans 10 villes au Portugal, plus au Cap-Vert et à São Paulo au Brésil. Tous, c'était tous les 16 du mois. Et tout d'un coup, on avait 1000, 2000 personnes par mois qui étaient présentes dans ces talks.
Après un bout de temps, les gens ont commencé, OK, je suis inspiré, j'ai une idée, comment je peux commencer? Et donc là, je dis toujours, ce qu'on a fait, c'était la première chose. Et après, on a suivi le marché. Le marché a commencé à nous dire, j'ai une idée, comment je peux commencer? On a dit, OK, comment on va construire une offre pour ces gens-là qui veulent commencer quelque chose? Et donc, on a commencé un prêt accélérateur. Des prêts accélérateurs, on a fait plein de prêts accélérateurs. Et après un bout, OK, j'ai un prototype, je veux aller dans le marché, je veux avoir de l'investissement pour ça, je veux aller à l'international. Comment je peux commencer? Donc, on a créé un accélérateur. Après, et très international, un des trucs que tu étais en train de dire, pourquoi et comment on a fait l'international, en fait, on a fait à l'envers. Dès le premier jour, on a fait tout en anglais. Et deux, on a voyagé un peu au début pour voir qu'est-ce qui se passait dans les autres écosystèmes. Le truc là, c'est comme un chef qui est en train de créer sa nouvelle recette. Et il va voir plein d'autres chefs, il va voir plein d'autres recettes et dit, ah tiens, ce bout-là, je crois que ça serait intéressant. Et l'autre bout-là aussi. Et ça, avec un petit changement, je crois que ça marche. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux et tu sais qu'est-ce que c'est que ça marche dans ton pays, dans ton contexte, dans ton écosystème. C'est pas la même chose qui va marcher à Silicon Valley ou à São Paulo ou à Singapour ou n'importe où. C'est ta propre façon de faire, mais ça ne veut pas dire que tu dois commencer from scratch. Tu peux commencer avec des bouts que tu crois, tiens, ça, c'est une idée que je crois que ça pourrait marcher dans mon pays ou dans ma ville ou dans mon entreprise. Et donc, ce qu'on a fait, c'était un peu ça. Et on a ramené plein de monde à Lisbonne, vraiment pour commencer à raconter qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et après, on a commencé à créer notre propre recette. Et comment la recette serait faite à long terme. Un truc, c'est ce que tu fais en 2021. Le truc, c'est quoi la vision? C'est quoi ce que tu veux créer? Dès le début, on a dit, ça va prendre 10 ans à créer un écosystème. Un écosystème que tu dis, tu as fait le tour de la création de l'écosystème. Ça veut dire que tu as commencé à inspirer, tu as commencé à faire les gens commencer leur propre projet. Après, ils ont commencé à avoir un peu d'argent. D'autres gens ont commencé à avoir ça. Tu as commencé à employer des gens. Tu as grandi une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'au moment où finalement tu fais un grand exit, où tu as fait un IPO ou quelque chose qui est une sortie. Et après, il y a encore un moment qui est le moment où l'entrepreneur fait le give back, le donner de retour à l'écosystème qui lui a vraiment donné la possibilité de commencer. Et après, il va créer un fonds d'investissement, il va créer une école pour les nouveaux investisseurs, il va donner un immeuble pour avoir un incubateur pour les nouvelles générations, n'importe. Tu vois, des trucs, ça pourrait marcher pour le give back. Et nous, comment on a commencé ça? Après, c'était vraiment le marché qui nous disait, OK, comment je peux grandir ma boîte maintenant? On a fait l'accélérateur. Après, on a fait, avec cet accélérateur, on avait tous ces experts. Mais typiquement, les experts qui viennent sont 3 types. Serial entrepreneurs, qui ont déjà fait plein d'entreprises. On a les investisseurs qui viennent et qui racontent s'ils voient une possibilité d'investir ou pas. Et les corporates, qui sont typiquement les gens qui vont être les clients de ce produit dans le futur. Okay. Et après un moment, tu as commencé à avoir des corporates qui venaient chez nous et qui disaient, tiens, super intéressant les méthodes que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous faites ça pour les corporates? Et on a dit oui, bien sûr. Le jour après, on a commencé une section d'innovation pour les corporates. Yeah. Et tout d'un coup, on a commencé à offrir nos méthodes en premier moment en interne, les projets internes de l'entreprise,
on veut commencer une nouvelle section d'innovation, on veut créer quelque chose en interne, on veut former les gens avec cette méthode, n'importe. Et après un bout, on a commencé à faire ce que tout le monde connaît de Open Innovation. Et vraiment commencer à trouver des solutions pour des défis, des problèmes que l'entreprise avait dans les différentes sections, différentes business units, qui ramenaient des problèmes et qui, parfois, à cause de lack of resources, d'argent ou de temps ou de personnes, ils n'arrivaient pas en interne de vraiment réussir d'avancer, mais ils sentaient que c'était un truc qu'il fallait faire. Et peut-être avec un innovateur, une start-up à l'extérieur, ça serait intéressant de faire un truc plus rapide, plus agile, où typiquement les business units pourraient donner du temps et des ressources humaines, mais pas de l'argent. Typiquement, ces programmes sont payés par le board, un P&L du PDG, un truc comme ça. Et donc, on a commencé à faire vraiment ces programmes. Après, on a fait d'autres choses. Les gens ont commencé à venir en disant, tiens, on est une petite start-up, mais vous nous connaissez bien, on est déjà avec vous depuis 3 mois dans l'accélérateur. Je m'excuse, je dois avoir un peu d'eau. Et après, ils disaient, tiens, on est en train de chercher un investisseur, mais c'est dur. Et donc, on a commencé un fonds pour investir pre-seed, vraiment les premiers 50 000 € dans l'entreprise. Et là, on a commencé un petit fonds de rien avec un demi-million. Et petit à petit, ça c'était 2015-2016. Aujourd'hui, le fonds a 21 millions parce que tous les ans, on arrive à trouver d'autres gens qui veulent investir dans le fonds. Et aujourd'hui, on a plus ou moins 60 investissements faits dans le fonds. Après, on a commencé à trouver d'autres sections qui étaient ou intérêts intéressants pour connecter avec ce qu'on a été en train de faire. Par exemple, on a créé une entreprise d'éducation parce qu'on voyait qu'il y avait l'intérêt de l'éducation, non seulement executive education pour les senior management boards, mais aussi pour la section des étudiants universitaires, parce qu'ils sont en train de penser à est-ce que je vais travailler dans une corporate ou est-ce que je veux faire mon propre projet ou une autre chose. Et donc, on a créé un programme vraiment c'était comme créer une startup en 3 semaines où on met un peu de défis dans le mix. On ramène 500 étudiants entre 18 et 22, 23 et on les met tous ensemble pendant 3 semaines, groupe de 5. Ils sont des différentes nationalités, différentes backgrounds, donc l'ingénieur avec le designer, avec l'économiste, n'importe. Et ils ont 3 semaines pour faire la startup. Donc, on leur dit, aujourd'hui, c'est lundi. Vendredi, on peut voir un prototype. Le prochain vendredi, ça va live. Et le prochain vendredi, vous devez avoir 1000 clients. Okay. Et donc, ils disent, OK, là, c'est dur. Hein. C'est du X-Game, ça. Ouais. Mais ce que ça donne, c'est première semaine, ils sont là en train de slap each other, plein de problèmes, différentes cultures, l'Américain qui pense un truc, l'Asiatique qui pense un autre, qui veut penser à la maison, l'Européen qui est là, allez, on va essayer de travailler ensemble, l'Africain qui est déjà en train de faire une autre chose et personne ne sait très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et après, il faut ramener tout le monde à nouveau, voir comment ils peuvent travailler ensemble, trouver un leader, tout dans 1-2 jours. Et parce qu'il faut faire un prototype jusqu'à vendredi. Et comme c'est très rapide, un des trucs bien sûr, en 3 semaines, c'est dur de dire, OK, cette startup, ça va être spectaculaire. Mais ça change la mentalité. Tu commences à penser, ça, c'est impossible. Et tu changes pour, ça, c'est super dur, mais possible.
Et la prochaine fois que tu es en train de… Ton chef vient avec le problème impossible, on veut ça fini dans 5 jours, sinon out, vous êtes viré. Et tout le monde dans l'équipe a peur et tu dis non, on va le faire, j'ai vu l'impossible et on va réussir. Ça te change la façon de penser, la façon de regarder à des problèmes qui au début tu penses qu'ils sont impossibles. Et aussi, si tu es en train de penser ta propre startup ou ton propre projet, là, tu es plus à l'aise pour commencer parce que tu sais déjà les problèmes que tu vas avoir, comment tu peux un peu travailler pour être sûr que ces problèmes sont diminués et tu avances parce que tu es plus sûr de ce que ça peut donner. Et donc, on a commencé ça. On a fait aussi des trucs pour les kids, pour l'éducation. On a fait une entreprise aussi pour des espaces. On a fait une entreprise pour commencer à faire du training, upskilling, reskilling. Donc, on a essayé plein de choses. Mais le core, c'est encore cette partie-là qui est le travail qu'on fait avec les grandes entreprises et l'impact qu'on peut avoir dans ces entreprises. Parce que à la fin, ce que tu as, c'est des startups qui ont déjà un produit qui est dans le marché, qui veulent trouver leur prochain client. Tu vois? Et c'est une façon de leur donner ça. Donc, jusqu'à quelle étape Taï, il était dans une approche locale et il a fait ce saut-là pour partir sur le marché européen? En termes de travail, on a toujours, dès le début, travaillé avec des entreprises à l'extérieur. Le marché portugais, il est super petit. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est où tu penses global dès la première journée. D'accord. Non, ce n'est pas possible. Tu vas toujours être en train de penser à trouver ton client au Portugal et tu ne vas jamais grandir. Tu seras toujours… Tu peux grandir au début, mais tu arrives à une étape que ça ne grandit plus parce que le marché est déjà épuisé, tu vois. Et OK, tu peux gagner encore un client ou autre, mais tu ne vas jamais gagner 10 clients de plus ou 100 clients de plus, tu vois. C'est dur. Si tu ne penses pas en global et si tu as peur de « Ah non, mais je ne vais pas travailler en Allemagne parce qu'il y a des Allemands là-bas, tu vois. » Ou il y a des Espagnols en Espagne qui font déjà ça et pourquoi ils vont acheter un truc dans une boîte au Portugal, vraiment. Et nous, on a des clients en Australie, au Japon, Singapour, États-Unis, Brésil, Angola, Allemagne, Irlande, Pologne, tu vois, un peu de tout. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est si on fait un produit qui est bon et qui a un impact, certainement, les clients vont venir. Et au début, c'était dur, mais là, c'est les clients qui ont déjà passé par nous qui font la recommandation pour d'autres clients. Donc, les clients, quand tu es en train de dire clients, ça veut dire les corporates qui viennent chercher des solutions auprès des startups que vous êtes en train d'accompagner pour trouver des solutions. C'est ça? Ouais. D'accord. Donc, mais les solutions des startups, cela veut dire que c'est des startups qui sont portugaises ou aussi européennes? Si tu veux trouver une solution pour un problème, on est dans un monde global, tu dois aller global. Et donc, on cherche n'importe où au monde. Et typiquement, les startups qui vont travailler avec nous dans les programmes, et nous, on fait plus ou moins 20 programmes par an. Ça veut dire plus ou moins 20 à 25 startups par programme. Donc, ça veut dire 500 startups par an qui vont travailler avec nous. De ces 500, moitié vont faire des pilotes avec les corporates. Et de cette moitié de pilotes, moitié de ça vont signer un contrat à long terme avec les corporates. Et donc, tu es en train d'agrandir le marché pour toutes ces startups et vraiment faire un échange d'argent entre les deux parties, tu vois. Et tu as un réel impact avec ces startups parce que c'est peut-être… imagine, une startup, c'est non seulement un produit que tu es en train de vendre et tu veux gagner un autre client dans ton industrie, ou c'est
une startup qui est en train de travailler dans une industrie, mais là, tu te dis, tiens, ce logiciel, ça pourrait être utilisé pas en healthcare, mais en retail Oui. ou énergie, tu vois. Et tu leur dis, tiens, venez ici et venez parler avec ces corporates dans une nouvelle industrie qui ne sont pas là. Et peut-être, ils vont trouver que la biggest pain n'est pas dans l'industrie où ils étaient, c'est dans l'énergie et pas en healthcare. Et ils sont prêts à payer plus et plus rapidement que dans l'industrie qu'ils étaient. Donc, tu as trouvé une nouvelle Alternative. section, Oui, bien sûr. un nouveau revenu pour l'entreprise, tu vois. Qui n'est pas le moindre. Mais ça, toute la démarche que tu viens de dire par rapport à BTI, déjà la première phase, Inspiring, déjà la démarche, elle était global. Donc vous étiez à Lisbonne, vous êtes parti aussi à 10 autres villes et vous avez été au Brésil, au Cap-Vert et tout ça. Mais la deuxième phase, notamment à accompagner des start-upers, cette première étape, la première année notamment, le Ouais. casting, c'était facile. Après tout, Betaï, est-ce qu'elle est connue? Non, pas facile du tout. Mais ce que tu dois faire, tiens, on était 7. Je m'appelle première réunion parce qu'au début, on était tous pro bono. On donnait du temps. Et D'accord. il y a un moment où on s'est dit, tiens, ça c'était fin 2012, et on s'est dit, la seule façon de faire ce truc vraiment marcher, c'est si on fait full-time et si on fait un truc que ça a été jamais fait au Portugal et qu'on n'a pas peur d'essayer. Et donc, Ok. on a dit, on va faire le plus grand accélérateur en Europe. Et on va donner un prix que personne n'a donné déjà. Et on va créer un truc super dur que les gens puissent venir et dire, tiens, c'était vraiment une expérience. Et on a fait les comptes et on devait lever plus ou moins un demi-million, 500 000 euros. D'accord. Ok. Et je me rappelle, notre CFO, on était en train de parler et je lui ai dit, tiens, combien d'argent dans le compte bancaire? Il dit, tiens, attends. Il regarde et il dit, on a 5 000 euros. Et donc, je m'appelle, on était en train de discuter, on est dit, tout le monde est d'accord, tout le monde, parce que là, c'est le moment où, si vous voulez sortir, c'est maintenant. On est en train de dire qu'on va faire un truc gigantesque, on doit lever 500 000 euros. C'était la crise au Portugal, on était en faillite et on s'est dit, vous êtes OK pour essayer. La pire chose qui peut se passer, c'est on a plein de dettes et tout le monde paye les dettes pendant des années. Mais ça peut marcher. Et si on croit, OK, on peut essayer. Et tout le monde a été OK, on va. Et comme on voulait faire l'accélérateur cette année-là, pendant cette année, on s'est dit, tiens, ça va prendre 1 an pour lever les 500 000 euros. Donc, et si on avance et on lève au même moment? Et donc, on a décidé d'avancer avec l'accélérateur sans argent et en pensant, OK, au moment où on commence, les gens vont commencer à sponsoriser. Et on va trouver l'argent, je ne sais pas comment, mais on va trouver l'argent. Et on a trouvé le dernier, je m'appelle, on était le dernier jour de l'accélérateur où on a trouvé le dernier sponsor. C'était une entreprise espagnole qui est venue pour le Demo Day et qui était super, fantastique. Tu sais, vous êtes en train de penser à faire ça la prochaine année? On dit oui. Tiens, on pourrait être sponsor pour l'année prochaine. Et on a dit, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Et il dit non, mais c'est fini. Non, 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 on va encore lancer le press release et vous pouvez rentrer et vous payez l'année prochaine, mais on ferme déjà. Et ils étaient, tu vois, la main qui ne voulait pas te toucher parce que, tiens, je ne vais pas te faire un deal
parce que vous êtes des fous. Mais c'était comme ça. C'était Ok. vraiment, on a tout essayé et à la fin, il a dit, OK, ça marche. Et on a fermé le dernier sponsor. Mais c'était une année incroyable. Et après, on a fini l'accélérateur, on a fait un tour avec les startups pendant 3 semaines. On est allé à Boston, à New York, à São Paulo et à Londres avec les startups. On a fait des réunions, 4-5 réunions par jour pendant 3 semaines. On était épuisés à la fin, mais c'était fantastique. Et c'était ça qui a fait que Betaï a réussi à trouver un nom en Europe et a fait qu'on a commencé à avoir plus et plus d'entreprises qui voulaient parler avec nous, qui voulaient commencer à travailler avec nous. Très bien. Si je récapitule, donc l'une des réussites de BTAI, c'est que dès le départ, c'est avoir une vision globale. C'est voir plus grand, plus gros et avoir une démarche dans ce sens-là. Mais quelles sont, si vous avez des recommandations, notamment quand on va sortir de cette discussion-là, quels sont les éléments les plus importants sur lesquels il faut se focaliser pour s'inspirer de cette démarche et aussi notamment avoir des incubateurs et accélérateurs ici en Tunisie qui voient plus grand et sur le continent africain, par exemple? Je dirais qu'il y a un truc qu'on fait chaque année. Donc, en janvier de chaque année, on fait une réunion où on pense quelles sont les choses qu'on est en train de faire, qu'on pourrait terminer, qu'on pourrait euh, éliminer, où on prend les ressources qui sont en train de faire d'être utilisées pour cette démarche et on les prend pour la nouvelle chose qu'on veut faire, qu'on pense que le marché est en train de demander. Et peut-être il y a des choses qu'on dit, tiens, mais ça marche super bien et tout, mais il y a d'autres players dans l'écosystème qui le font déjà très bien. Et tu te dis, tiens, est-ce que tu veux continuer à faire ça pendant encore des années ou tu veux partir dans quel est le prochain produit, le prochain service que tu peux offrir dans le marché, que peut-être maintenant, il n'y a pas grand-chose, mais dans un an, c'est le truc à faire. Tu vois. Ok. Et donc, et c'est pas facile parce que parfois, tu es en train d'avoir un produit qu'il y a un bon revenue déjà dans le produit et tu as une équipe qui est déjà qui a fait ça plein de fois et qui marche bien, mais tu te dis, dans un an, peut-être ce produit sera terminé. Est-ce que c'est meilleur de terminer maintenant ou dans un an? Et la plupart du temps, on dit c'est mieux de terminer maintenant et déjà avancer dans le prochain truc. Et donc, cette façon nous a fait qu'on a grandi l'équipe plus rapidement parce qu'on est toujours en train de penser à la prochaine chose. Et aussi, les clients savent ça. Et donc, ils vont nous demander qu'est-ce que vous êtes en train de penser déjà pour la prochaine année ou pour les prochaines années. Et je trouve que, au moins pour nous, ça a bien marché. Ok. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait, pour pouvoir relever le défi, c'est avoir une pensée toujours, comment Si tu es en dirais-je, train si tu fais un produit et tu restes en train de faire ce produit pendant des années, il y aura un moment où tu vas mourir. C'est certainement. sûr et certain. Et donc, et après, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu n'as pas évolué et c'est un écosystème qui a une nécessité d'évolution gigantesque parce que l'innovation, c'est comme ça. Et donc, Oui, si tu es prêt à ça, et c'est un gamble, un risque, bien sûr, mais comme une entreprise qui fait l'innovation et plein de fois, ou même une startup qui fait sa startup, on voit le grand pourcentage fait faillite et n'arrive pas à avoir un produit qui marche dans le marché. C'est un risque. L'innovation dans les grandes entreprises, c'est un risque. le risque. Et est-ce qu'il y a un truc si ça marche super bien. Sinon, tu es en train de toujours faire l'incrémental et tu es toujours en train de faire les petites choses de changement et tu seras toujours en train de
faire ça. Tu vas agrandir. Oui, mais tu vas agrandir 1, 2, 3% à l'an et pas 20, 30, 50. Les cas de moi, la question était, en fait, moi, incubateur ou accélérateur ou l'accompagnateur qui accompagne les startups en Tunisie, par exemple. Et moi, mon but, par exemple, je me positionne où je ne veux pas rester en Tunisie, mais je veux me positionner sur le Maghreb, je veux me positionner sur le continent africain, je veux fournir des solutions, des startups qui sont là pour le continent africain, pour des entreprises. Moi, je vous ai dit, quels sont les grands facteurs voilà, les plus importants sur lesquels il faut se concentrer, voilà, se focaliser pour réussir cette démarche, outre de penser d'une manière globale, voilà, d'avoir une vision plus globale. Ramener des gens dans ton écosystème pour voir ce que tu es en train de faire. La plupart des gens ne croient pas, ils ont une idée de ce qui se passe en Tunisie, mais ils ne savent pas. Et donc, cette idée, s'il n'est pas montré, ce qui se passe, s'il n'est pas montré, l'idée va passer de personne à personne à l'extérieur. Et tout d'un coup, peut-être la Tunisie est en train de faire des choses fantastiques, mais personne ne sait. Et donc, il faut montrer, il faut ramener les gens, il faut montrer ce qu'il y a de nouveau. Après, il faut aussi être OK pour aller ailleurs et parler, trouver des partenaires, ramener des startups étrangères qui puissent aussi rester un bout dans le pays et après ramener les idées qu'ils ont vues dans le pays, créer un réseau de alumni à l'extérieur qui vont les aider. Tiens, on est en Tunisie, mais tiens, au Maroc ou en Angola ou au Sud-Afrique, on a déjà des partenaires et on pourrait faire un truc africain et pas seulement tunisien. Et on va commencer pour faire, je sais pas, une conférence. Et après, on fait un programme. Et après, on fait un truc avec une corporate qui est dans les différents pays. Tu vois. Et petit à petit, tu commences à… pour nous, c'est 10 ans. Donc, ce n'est pas un truc que tu fais comme ça. Mais il faut avoir la vision pour réussir ça. D'accord. OK. Et avant de clôturer, quels sont les risques les plus importants risques à prendre en considération, voilà, les enjeux dans cette démarche-là? Essayer de ne pas faire faillite. Je dirais que c'est le premier. C'est pas facile, mais il faut… C'est comme, je dirais, c'est comme une start-up quand tu es en train de lancer ton produit. Est-ce que tu crois dans ton produit et tu es en train de faire un truc que tu penses que les gens vont acheter parce qu'il y a l'innovation, l'impact dans ce produit, ou c'est un truc plus ou moins, et même toi, tu sais pas, c'est un truc que plus ou moins tu crois que ça va marcher. Si tu ne crois pas à 100%, et là, c'est difficile. Il faut vraiment créer un truc que tu crois vraiment et que tu as la possibilité de ramener d'autres gens qui croient aussi et qui vont faire tout pour faire réussir la démarche. Sinon, c'est difficile. Et pour nous, plus que les produits qu'on est en train de vendre, c'est créer un écosystème au Portugal qui est prêt pour l'avenir. Non seulement pour les grandes entreprises, parce que ce que tu es en train de faire à la fin, c'est changer la mentalité des gens. C'est penser que tu arrives à faire des choses meilleures, avec plus d'impact, avec une rapidité différente, avec un budget plus petit peut-être, et avec un résultat même meilleur, parce que tu as changé cette mentalité. Je sais que apparemment là, on arrive au bout de notre discussion parce que là, dans quelques secondes, il y aura 35 minutes, donc je sais que tu es pressé. Avant de clôturer, je te laisse le mot de la fin. Ben, je dirais que déjà, en premier, merci pour l'invitation. Je crois que vous êtes en train de faire des choses vraiment fantastiques
Et il faut croire que c'est possible de faire encore plus. Tous les pays, même nous, on est tout petits. Et voyons Israël, bien sûr, c'est complètement différent parce qu'ils ont commencé depuis le début. Mais c'est tout petit pays. Ils ont, vous voyez, ce qu'ils ont réussi dans la partie d'innovation, de tech, de start-up, d'investissement. C'est impressionnant. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est petit ou on est oublié que ce n'est pas possible. Et tous les pays ont une possibilité de créer cette recette que ça marche pour nous. Et si on croit, on avance et après, on verra. Et bien sûr, tout l'écosystème doit travailler. Ce n'est pas seulement les startups, les privés, c'est aussi le gouvernement qui, c'est très important qu'il soit aligné avec l'écosystème qui est en train de faire des choses et qu'il y a une bonne conversation entre les deux. Peut-être un va avancer plus rapide que l'autre, mais il y a une conversation, il y a des choses qui se passent entre le privé et le public. Oui. Ricardo, j'ai eu beaucoup de plaisir. Tu es inspirant, honnêtement, et on voit beaucoup de passion dans ce que tu es en train de dire et partager avec nous. Moi, honnêtement, j'en sors encore riche par ce partage-là. Je suis honoré et nous vous remercions pour ce partage d'expériences et des conseils qui sont certainement utiles pour l'écosystème. Certainement, c'est une première et on se donnera rendez-vous peut-être bien ici à Tunis. On vous verra en chair et en os. On vous dit coucou. Mohamed Mahjoub, donc il y a eu cette interview avec toi. Et on te fait coucou. On te souhaite un joyeux Noël et bonne fin d'année. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.